Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de La vie a un plan pour toi. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont j'avais envie de vous parler depuis des mois pour l'avoir vécu en cette année 2023. Mais à chaque fois que je commençais à enregistrer cet épisode de podcast, je finissais par bégayer, me sentir submergée et sentir en fait que j'étais pas prête à vous parler véritablement du deuil d'une relation amoureuse pour la simple et bonne raison que je n'avais pas fait mon deuil moi-même. Et donc c'était très difficile d'avoir le recul nécessaire et finalement l'expertise ou peut-être les bons mots pour vous parler des étapes qu'on vit quand on doit faire le deuil d'une relation amoureuse. Mais aujourd'hui, je vais surtout vous parler du fait de faire le deuil d'une relation amoureuse quand on est dépendante affective, mais ça parlera aussi aux personnes qui ne le sont pas parce que ça reste des étapes du deuil et ça peut vous parler, donc ne quittez pas cet épisode de podcast si vous n'êtes pas concerné par la dépendance affective parce que ça peut quand même vous parler de manière générale. J'ai eu envie de vous parler de ça parce que je sais à quel point le deuil d'une relation amoureuse peut être long et laborieux. Mais ce que j'ai remarqué durant ces années de coaching et d'études de la dépendance affective, c'est que c'est d'autant plus difficile quand on a un syndrome ou une blessure d'abandon parce qu'on vit le deuil comme un véritable abandon strict. En tout cas, ce sont les mêmes zones du cerveau qui vont être activées au moment de la séparation, c'est l'abandon. Mais qu'est-ce qui se passe véritablement dans notre cerveau, dans notre corps, quand on vit une séparation ? Peu importe que vous ayez été quitté ou que vous ayez quitté, ça peut être vécu de la même manière parce que pour une personne qui a une blessure d'abandon et qui décide de quitter quelqu'un pour une raison, même si c'est encore plus difficile pour une personne qui a cette blessure-là, parce qu'elle ne veut pas abandonner par peur de faire vivre à l'autre ce qu'elle a déjà vécu, bah, mine de rien, il y a quand même tous ces signaux d'alerte qui viennent se mettre en place dans le cerveau, dans le corps, tous ces mécanismes qui sont là et qui viennent, on va dire, mettre encore plus de lourdeur et de difficulté dans le deuil de la relation. La première chose qui va venir nous challenger au moment de la séparation, c'est la peur du vide. En fait, la dépendance affective, elle a cette caractéristique-là, c'est la peur de la solitude et surtout le fait que la solitude, ce sentiment de vide, nous est absolument insupportable. J'ai fait un épisode de podcast à ce sujet. Le sentiment et la peur de la solitude créent vraiment un vide intérieur qui est insupportable pour la personne qui le vit. Et donc le deuil, déjà de manière générale, vient créer ce vide parce que la personne qui prenait de la place dans notre vie, dans nos pensées, dans notre cœur, n'est plus là. Pour une personne qui a une blessure d'abandon, c'est complètement décuplé. Donc le vide que vient créer cette rupture va être encore plus difficile à vivre et à accepter quand on est dans la dépendance affective. Ensuite, on va avoir cette réactivation de mémoire traumatique. Donc en fait, c'est ce qui se passe quand on vit une séparation et qu'on a une blessure d'abandon. Ça peut être aussi quand on a une blessure de rejet. C'est ce qu'on appelle donc la réactivation d'une mémoire traumatique, c'est-à-dire que dans votre corps et dans votre cerveau, ça va être la même réaction chimique. C'est-à-dire qu'au moment de la séparation, on le vit comme ce que notre corps a pour souvenir le traumatisme d'abandon. Ce qui crée en fait une douleur d'autant plus forte parce qu'on n'est pas seulement dans la douleur émotionnelle, on n'est pas seulement dans la douleur de la séparation stricte, mais vraiment dans « ok, je revis ça ». Je vais revivre un abandon parce que le cœur, le corps et l'esprit l'assimilent à la même chose exactement. Donc,
la douleur ressentie, c'est le souvenir de cet événement. Et en fait, si on image, c'est comme si on remettait clairement un coup de couteau dans la blessure d'abandon et on la rouvre, donc elle est de nouveau à vif. Donc c'est ce qui est en fait hyper insupportable quand on vit une séparation, et c'est ce qui va rendre le deuil plus long, parce qu'en fait, c'est comme si on devait recicatriser de cette même blessure. C'est hyper difficile en fait de vraiment comprendre sur le moment. On a vraiment du mal à avoir ce recul-là, mais en fait, c'est exactement ce qui se passe dans votre corps. Donc le but, c'est pas de vous dire c'est normal que vous viviez ça, même si c'est normal que vous viviez ça, mais simplement que vous compreniez en fait le mécanisme dans votre corps quand vous avez un entourage qui est dans l'incompréhension totale, très souvent, et notamment quand on a été dans la dépendance affective ou dans des schémas toxiques et des schémas relationnels dysfonctionnels. Quand l'entourage est dans l'incompréhension, il y a un côté, c'est bon, remets-en toi, ça fait 6 mois, 1 an, 3 ans que vous êtes séparés, il est temps d'avancer. Alors que c'est pas si simple que ça, puisque, encore une fois, la mémoire du corps vient en fait prendre le dessus. Ce qui se passe également, quand en tout cas on met énormément de temps à faire le deuil, c'est que on avait de base et au sein de la relation une mauvaise estime de soi. Alors, mauvaise estime de soi, je tiens à le préciser, c'est pas forcément une estime de soi vraiment au rabais ou vraiment proche de zéro, c'est pas toujours le cas. Vous pouvez quand même vous estimer un minimum. Seulement, la séparation, en fait, si à un moment de votre vie vous avez une mauvaise estime de vous-même, encore une fois, réactivation de la blessure traumatique, je sais d'où ça vient cette mauvaise estime de moi, et même si j'en ai guéri, je vais quand même avoir du mal à avoir cette lucidité sur le fait que la séparation n'est pas de ma faute. Donc, on vit la séparation comme un énième abandon, donc ce que l'on va croire... alors attention, vous pouvez avoir plein de croyances qui découlent de ça, mais ce qu'on va croire, c'est je ne suis pas assez bien, c'est pour ça qu'on m'a quitté, ou c'est pour ça qu'on m'a trompé, ou c'est pour ça que l'autre est distant. Bref, ça peut aller beaucoup plus loin que ça. Mais en gros, on va être dans cette réflexion. Et même quand on a une bonne estime de soi, mais qu'on a été dans la dépendance affective, encore une fois, tac, ça réactive. Et donc, ok, est-ce que c'est parce que je ne suis pas assez bien, assez drôle, assez présente, assez femme, assez... j'en ai tellement en stock que je ne sais plus où aller, mais en tout cas, vous comprenez l'idée. Donc c'est ce qui se passe. La mauvaise estime de soi, elle fait un bond en flèche, on va dire. Et du coup, ça vous oblige, on va dire, il y a un mécanisme qui se met en place de je me remets en question. Et donc ça m'amène au point suivant, je porte la responsabilité de la séparation. Très souvent, et ça je pense que ça mériterait un épisode de podcast entier, on va se tenir responsable de la séparation. C'est-à-dire qu'on ne va pas du tout voir pourquoi l'autre aussi a ses torts dans la relation. Et même si rationnellement, on va se dire, bah oui, mais lui ou elle aussi avait ses torts, ce n'est pas que de ma faute. Tout ce qui se passe à l'intérieur du corps, donc la mémoire traumatique et tout ce qui se passe au niveau psychocorporel, vient en fait nous faire résonner ce truc dans le cerveau de en fait c'est peut-être un peu de ta faute si la relation elle n'a pas fonctionné alors que c'est faux. Parce que quand on est dans la dépendance affective, et là je m'adresse vraiment aux personnes qui sont dans la dépendance affective, on a porté la relation à bout de bras, on était à l'initiative des moments de qualité, on était à l'initiative de l'évolution de la relation, et donc forcément on se sent responsable de ce qui n'a pas fonctionné dans la relation et donc ce qui a mené à cette séparation. Mais ce n'est pas le cas. Et ça, c'est hyper important de l'entendre. Même si vous avez un partenaire extrêmement toxique qui va remettre la faute sur vous, même si vous avez un partenaire qui, au contraire, vous dit à quel point vous étiez parfaite, ça ne vous empêchera pas de penser que vous êtes dans la responsabilité de la séparation. Quoi qu'il arrive, quand
vous êtes dans la dépendance affective ou que vous l'avez été, les mécanismes à ce moment-là sont les mécanismes qui résultent de la blessure d'abandon et donc ça vient vous déclencher complètement et tout ce qui est rationnel en fait ne va avoir aucun impact sur vous. Et ça, pour vous parler de ma propre expérience et donc de ce que je voulais aussi raconter dans l'épisode de podcast que j'essayais de tourner depuis l'été dernier, il y a aussi ce truc où moi je le ressentais comme ça, je suis quand même, pour les personnes qui ne le savent pas, une ancienne dépendante affective, à très haut niveau on va dire, je peux dire ça comme ça, mais aujourd'hui j'en suis complètement sortie et pourtant j'avais vraiment ma tête qui prenait le dessus, c'est-à-dire honnêtement tu sais ce que t'as donné dans cette relation, tu sais ce que t'as investi, tu sais à quel point t'étais dévouée et honnêtement je ne pouvais pas faire plus ni mieux que ça. Je sais que l'autre reconnaît que j'étais géniale dans la relation, mais tout mon corps était en train de me dire le contraire. Tout mon corps, en fait, a eu pour mécanisme tout ce que je vivais au moment du syndrome d'abandon, au moment de mon expérience d'abandon. Tout mon corps, en fait, vivait ce qu'on appelle un stress post-traumatique et donc venait mettre en place des mécanismes qui me faisaient porter la responsabilité de la séparation. Et même si, encore une fois, rationnellement, je ne voyais pas où je pouvais être responsable de cette séparation, même si l'autre ne m'accusait absolument pas d'être responsable de la séparation, tout mon corps me rappelait mes anciens mécanismes et de quelle manière, moi, je pourrais être responsable de cette séparation. C'est-à-dire que tout mon corps venait remettre en question tout ce que ma tête était en train de me raconter. Et avec lequel j'étais d'accord, et aujourd'hui avec le recul, tout ce qui était rationnel, c'était ok. Mais mon corps a eu tellement l'habitude de mettre en place des mécanismes où c'était de ma faute, où j'étais pas assez, donc je portais la responsabilité de la séparation. Donc, à ce moment-là, j'étais responsable de la séparation. Et ce qui était fou, c'est que c'était plus fort que moi d'essayer de trouver la réponse qui allait valider ma responsabilité de la séparation. Et là, je vous invite à écouter ce que je vais vous dire. Voyez cette situation, dézoomez votre propre situation. Je sais combien de femmes sont dans ce mécanisme-là, où en fait, après une séparation, on va presque harceler l'autre pour comprendre pourquoi. Pourquoi on se sépare ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Dis-moi ce que j'ai fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ? Est-ce que c'est cette fois-là que tu t'es dit que tu ne voulais pas être avec moi ? Bref, on se monte le crâne. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a besoin que l'autre vienne valider qu'on est responsable de cette séparation. Et c'est terrible, mais en fait, c'est une réalité. Rationnellement, bien sûr que vous devez vous dire, bah non, en fait, personne ne fait ça. Mais si, c'est ce que vous faites en allant poser des questions. Je m'adresse aussi à toutes les femmes qui se sont fait ghoster à un moment. En fait, on vient essayer de comprendre pourquoi on nous a fait ça. Parce que si on est très au clair, alors le ghostage c'est encore un autre sujet en réalité. Mais en fait c'est dans le mécanisme, c'est-à-dire je veux savoir pourquoi. Je veux savoir que potentiellement je suis responsable de ça. En fait, vous le voyez, au lieu de se dire, en fait c'est lui qui est un gros tocard et qui est en train de me ghoster et qui n'a même pas le courage de me dire qu'il veut plus me voir sans même avoir à se justifier, plus me voir, plus me parler pour une raison qui lui appartient, il préfère ne pas me parler. Enfin clairement ça en dit mais à 100% plus sur la personne que sur nous-mêmes. Et pourtant on va essayer tant bien que mal de chercher les réponses. Et ça, c'est pas ok du tout. Donc une fois qu'on a porté la responsabilité, parce que c'est très difficile de s'en défaire, mais je vais y venir après, il y a aussi le fait de devoir faire le deuil de la projection de la relation. Et là, je vous parle véritablement en connaissance de cause. Parce que je me suis rendu compte, maintenant avec le recul, ça fait donc 1 an, vraiment à peu de jours près, que je suis séparée. Bon, j'ai rencontré quelqu'un d'autre, etc. Mais je me suis vue dans le processus du deuil. Et il y a eu le fait de reconnaître que la relation, elle était vraiment pas épanouissante, même si l'amour était extrêmement fort,
Mais ça déjà, ça a mis du temps d'accepter qu'en fait, effectivement, peut-être il y avait une raison pour laquelle on s'est séparés. Ensuite, il a fallu faire le deuil de la personne, du fait que cette personne, en fait, elle ne ferait plus partie de ma vie, ou du moins pas de cette manière-là, pas dans celle que j'avais imaginée. Et alors après, ce qui a été long, c'est en fait faire le deuil de tout ce que j'avais imaginé vivre avec cette personne. Toute la projection, l'idéalisation de la relation et du partenaire, parce qu'en fait, parfois, l'amour est tellement fort qu'on ne veut pas voir la qualité de la relation. C'est-à-dire que je reconnais que c'était vraiment une personne géniale, mais pas une personne géniale pour vivre avec moi sur le long terme. Mais ça, je suis capable de vous le dire 1 an après. C'était pas le cas sur le moment. Donc, il faut faire le deuil du partenaire, de la relation et de la projection de la relation. Et ça, souvent, c'est ce qui demande le plus de temps. Je m'étais imaginé vivre avec. Je m'étais imaginé rencontrer tel et tel membre de sa famille que j'ai pas rencontré durant la relation. Je m'étais imaginé me marier. Je m'étais imaginé visiter tel pays parce qu'on en avait parlé pendant des années. Et ça, de devoir, à ce moment-là, quand on est dans le processus du deuil, de devoir imaginer que potentiellement ça se fera avec une autre personne, mais à ce moment-là, c'est même pas dans notre tête. Juste imaginer que ça puisse ne pas se réaliser, mais c'est un crève-cœur. C'est un véritable crève-cœur. Et c'est une des caractéristiques résultantes de la dépendance affective, c'est cette projection. C'est notre capacité d'imaginer tout ce qu'on peut vivre avec une personne. J'en parlais déjà dans d'autres épisodes de podcast. C'est fascinant comment, quand on est dans un attachement anxieux, donc attachement très souvent lié à la dépendance affective, on va au premier date ou au premier bisou, on est déjà en train de voir si notre prénom va avec le nom de famille de la personne. On est déjà en train de s'imaginer. Il suffit qu'il nous ait montré une photo de sa mère, de ses neveux, de ses nièces. On s'imagine déjà être la belle-fille ou la tata. Mais c'est incroyable cette histoire. Et je ne blâme personne. J'ai été cette personne pendant plus de temps dans ma vie que je ne le suis pas. Que je ne l'ai pas été, pardon. Donc, je sais ce que vous viviez. Véritablement, je sais. Mais je veux juste que vous preniez le recul sur votre situation en me disant « c'est vrai en fait, c'est vrai, c'est mon mode de fonctionnement ». Et je sais que vous pouvez être à un moment de votre vie ou de votre parcours vers l'indépendance affective, vous pouvez vous dire « bah oui, mais en fait, je ne sais pas faire autrement ». Et je sais que moi, ça a été hyper difficile de me détacher de cette intensité. En fait, pour moi, j'étais passionnée, j'étais intense et ça faisait partie de moi, de qui j'étais. Donc si je guérissais de la dépendance affective, si je faisais le deuil d'une relation, on m'enlevait ça aussi. Alors que je peux vous dire qu'aujourd'hui, je suis sortie de la dépendance affective, mais je suis toujours quelqu'un de très intense et d'extrêmement passionné avec un peu plus de paix et de sérénité. Parce que ce qui fait que vous êtes dans la projection, c'est la peur. C'est la peur que ça s'arrête. Donc en fait, projeter, ça vous permet de faire vivre dans le futur. Donc, c'est normal, puisque quand on a une peur de l'abandon, se projeter, ça permet d'avoir le sentiment et l'illusion de faire guérir une part de soi. Donc, comment on apprend à faire le deuil de la relation maintenant qu'on sait le pourquoi c'est si difficile de faire le deuil d'une relation quand on est notamment dans la dépendance affective? Il y a plusieurs aspects. La première chose que je vais vous dire, et ça je sais qu'on m'a déjà dit, bah ça m'aide pas vraiment en fait, c'est qu'il faut vous foutre la paix. Dans le sens où on est dans une société où on veut aller vite, on veut guérir vite, on veut oublier, parce qu'en fait c'est tellement douloureux que les pensées obsessionnelles, que la douleur dans la poitrine, on veut vite s'en débarrasser, mais c'est pas possible. Et j'ai pas encore ce pouvoir. C'est-à-dire que là, je vous en parlerai à la fin du podcast, je prévois d'organiser un accompagnement pour aider les femmes à vraiment faire le deuil et apprendre à faire le deuil des relations. Mais il y a une grande partie qui est liée à l'acceptation des émotions. On ne peut pas aller vite, et puis chaque personne ira à son rythme, parce qu'on n'a pas le même vécu individuellement, on n'a pas la même éducation émotionnelle,
on n'en est pas au même stade dans la dépendance affective. Et en plus de ça, chaque personne est unique. Donc on ne fera pas le même chemin et on n'a pas vécu les mêmes relations avec la même intensité, avec les mêmes projections exactement. Donc ça, c'est hyper important. C'est que ne laissez personne vous dire que c'est pas normal de ne pas avoir fait le deuil au bout de 1 mois, 6 mois, 1 an, 10 ans. Ça vous appartient totalement. Mais la première chose, c'est d'accepter de pleurer tous les jours. C'est d'accepter d'avoir mal. C'est d'accepter d'être en boucle sur la personne, sur ce que vous avez vécu. C'est ok de vouloir lire les messages tous les jours. Je ne dis pas que ça aide. Mais plus vous allez être dans la résistance de vos émotions, croyez-moi, plus elles vont vous exploser au visage à un moment. Donc, oui, on va aller apaiser ça. Mon but, c'est de vous accompagner à vous faire vivre avec beaucoup plus de douceur et de légèreté vos émotions liées à cette séparation-là. Mais s'il vous plaît, acceptez d'être triste. Que ça dure 1 mois, que ça dure 6 mois. Et surtout que ce ne soit pas linéaire. Parce que de ma propre expérience, au bout d'1 mois, moi j'ai cru que ça allait. C'est-à-dire que j'ai même dit « Oh bah dis donc, je pensais que ça allait être plus difficile que ça. » Parce que j'ai passé 1 mois à pleurer toutes les larmes de mon corps. De toute façon, je ne pouvais pas lutter, très clairement. Et je n'avais même pas envie de lutter parce qu'il fallait que ça sorte. Et au bout d'1 mois, ça commençait à aller mieux. Mais c'était sans compter que 2 semaines après, il y a eu la rechute. Et ça a été comme ça pendant des mois et des mois. J'ai souffert le martyre. Et bien sûr que mon corps, aujourd'hui, peut encore être dans ce stress post-traumatique de la séparation. C'est-à-dire que je vis une relation et même si aujourd'hui j'ai tous les outils et tous les bagages, tout pour bien vivre ou mieux vivre un deuil de relation, mais je peux vous dire que c'était tellement il y a peu de temps que mon corps est en vigilance post-traumatique. Mais je sais que le fait d'accepter mes émotions, le fait de ne pas résister sur mes émotions, c'est quelque chose qui m'a énormément aidée. La deuxième chose que je vais vous dire, c'est que c'est important de se faire accompagner. Que vous choisissez de vous faire accompagner par une thérapeute, par une coach, par une sophrologue, par une hypno, peu importe la méthode, ne vivez pas ça seul. Et vos copines, je suis sûre qu'elles sont géniales. Je suis sûre qu'elles vous entourent, qu'elles vont vous aider à sortir, à vous vider la tête, à juste parfois ne rien faire avec vous. Et ça a été mon cas. J'ai la chance d'être extrêmement bien entourée. Sauf que, on le sait, et j'ai jamais autant compris ce dicton, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Et donc, parfois, vous pouvez être entouré des meilleures personnes, mais l'absence d'une personne n'est jamais comblée. Et s'il y a bien une chose que j'ai comprise à ce moment-là, c'est j'ai besoin d'une personne extérieure qui a des outils que je ne possède pas. Et à ce moment-là, pour moi, c'était une hypnothérapeute. Parce que j'avais besoin d'une méthode que je ne connaissais pas. J'avais pas envie de retourner en thérapie, mais j'avais besoin d'être soulagée par une autre méthode. Alors, mon deuxième conseil, c'est ça. Ne vivez pas ça seul. La troisième chose, c'est vraiment de vous préserver de l'entourage qui ne vous fera pas du bien. Parce qu'en fait, à ce moment-là, sous couvert de bienveillance, les personnes autour de vous vont essayer de vous aider. Et c'est totalement ok. Et on les aime d'ailleurs pour ça. Sauf que, à ce moment-là, votre fragilité, elle est tellement élevée, votre sensibilité est tellement élevée, vous avez le cœur à vif, qu'il est important de choisir avec qui vous avez envie de parler. Et il faut aussi que les personnes autour de vous acceptent ça. Je sais très bien que moi, par exemple, je peux être très bienveillante, mais je sais aussi que parfois, parce que je suis très intense et très passionnée, quand je vois mes amis souffrir, ça me prend aux tripes. Et je sais parfois, et je reconnais que je ne suis pas toujours la meilleure personne pour elles, et c'est d'ailleurs pour ça que dans un deuil relationnel, je ne coacherai jamais mes amis, parce que je sais que leur souffrance serait trop difficile à accepter pour moi, et je sortirais de la coach que je suis pour être l'amie. Mais quand je suis la coach, je sais que je sais faire preuve de bienveillance. Donc, entourez-vous des bonnes personnes. Entourez-vous de personnes qui vont vous faire du bien. Et si vous avez besoin d'être seul,
c'est ok aussi. Parce que j'entendais beaucoup, mais sors, ça va te faire du bien. Je n'ai pas envie en fait. Et si c'est pour être un poids pour mes proches, je n'ai pas envie de ça. Donc, le comment sortir d'un deuil, comment mieux le vivre, ça, c'est en vous faisant accompagner, en vous entourant des bonnes personnes. Mais honnêtement, évidemment que je crois au pouvoir de l'accompagnement puisque j'en ai fait mon métier. Mais il est aussi important de comprendre que seul, c'est très difficile d'en sortir. Vous avez besoin d'une personne qui vous tend la main, qui a le recul nécessaire pour vous accompagner véritablement. C'est pour cette raison que je crée un accompagnement de groupe où je vais accompagner 5 personnes seulement à sortir d'un deuil relationnel. Je vais vous accompagner à mieux vivre le deuil que vous êtes en train de vivre, que vous soyez en train de le vivre depuis 2 semaines ou depuis 3 ans. Je veux vous accompagner à sortir de cet état, sortir de l'état des pensées obsessionnelles, vous créer une safe place vraiment réconfortante, vous permettre d'avoir des outils, d'avoir un véritable soutien et surtout d'apaiser votre cœur, vos émotions dans ce cheminement-là. Ce que je vous invite à faire, c'est me contacter directement sur Instagram. Cet accompagnement, il va durer 6 semaines où on se verra toutes les semaines. Et je crée un petit groupe pour pouvoir être là pour chaque personne, pour connaître individuellement chaque personne, mais aussi qu'il y ait cette énergie de soutien qui me semble vraiment nécessaire. D'avoir des personnes qui vous comprennent, qui savent exactement ce que vous êtes en train de vivre et qui ne vous jugeront pas. Parce que je prendrai soin de choisir des personnes qui sont comme moi, bienveillantes, qui sont dans l'écoute. Et ensemble, on va co-créer cet accompagnement pour vous amener à faire le deuil véritablement et de la manière la plus sereine possible afin que vous puissiez juste vous sentir mieux. Donc n'hésitez pas à me contacter directement sur mon compte Instagram ou sur mon adresse mail, pardon. Je vous mets tout ça en description. J'espère que cet épisode de podcast vous aura fait du bien, autant qu'à moi, et qui vous permettra de vivre juste un tout petit peu mieux le deuil que vous êtes en train de vivre. Avec tout mon amour, à la semaine prochaine.